Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Amarante. Amarante. Cette collection est consacrée aux textes de création littéraire contemporaine francophone. Elle accueille les œuvres de fiction, romans et recueils de nouvelles, ainsi que des essais littéraires et quelques récits intimistes. La liste des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.editions-armatan.fr. 11 septembre 2015. Claudine. Nous évoquions l'autre jour au cabinet, lorsque je te parlais de mon échange avec Guy Goffet et du refus de Gallimard de publier mon recueil de poésie, le fait que je pourrais commencer cette nouvelle lettre, et avec elle le deuxième volume de notre correspondance, par cette pensée que j'ai eue peu après avoir reçu cette réponse négative. Si l'écriture était pour moi comme une mère qui me contiendrait, me borderait, m'assurerait la continuité d'être, les éditeurs pourraient figurer ce père qui dans mon histoire a reconnu bien tardivement, empêché de le faire par ma mère, ajoutai-je. Tu semblais alors suggérer qu'il faudrait peut-être que je me demande si, par quelque fidélité inconsciente à ce schéma originel, je n'écrivais pas de manière à n'être pas reconnu. Je ne sais trop comment explorer ce nouveau labyrinthe. Toujours est-il que je me lance dans cette lettre alors que j'ai transcrit cet après-midi quelques pages du journal que j'ai tenu cet été en Asie et que je dactylographie pour voir, comme on dit au poker, mais aussi pour faire durer l'été et ce temps d'une écriture sans contrainte. Je notais le 20 août à Saïgon, alors que j'attendais sous le portique du musée de la ville d'Ho Chi Minh que s'apaise un orage de mousson, que j'étais frappé par la ressemblance d'un homme venu se mettre à l'abri près de moi, avec mon père jeune, certaines photographies du moins de mon père jeune. Me sont revenues alors les tendres moqueries que j'adressais à mon père, lorsqu'il affirmait que son propre père, né à Saïgon en 1899, avait eu les yeux bridés jusqu'à 7 ans à cause de sa nourrice indo-chinoise, et mes vaines tentatives de le convaincre plutôt de l'hypothèse que sa grand-mère s'était peut-être consolée ou divertie de l'absence ou du manque de vigueur de son colonel de mari, de 18 ans plus âgé qu'elle et que sa famille dénigrait car il ne s'était pas hissé au grade de général. Je me souviens aussi que lorsque je demandais en riant à mon père si, face au traiteur vietnamien du marché de Knock, il n'avait pas parfois le sentiment de voir son reflet dans un miroir, il prenait son air bougon et haussait les épaules comme on traite quelqu'un qui vous importune de ses lubies ou revient à la charge avec une question à laquelle vous aimeriez bien vous soustraire. Je me souviens encore de la solennité avec laquelle mon père, dans les dernières années de sa vie et alors que nous évoquions tous deux le passé, m'a certifié que je n'avais aucune raison de douter de sa paternité, sur laquelle je n'avais jamais eu la moindre incertitude par ailleurs. Était-ce à cet instant la voix de son propre père, inquiète de ses origines, qui parlait en lui? Je ne sais, mais revenons à mon journal asiatique. Le 20 août donc j'y notais aussi qu'il serait bon que je mette un jour à l'épreuve de la réalité cette hypothèse d'un arrière-grand-père indo-chinois, qui relevait peut-être du fantasme, peut-être de l'intuition. Eh bien cet après-midi, avant de commencer cette lettre et sans savoir d'ailleurs qu'ensuite je t'écrirais, j'ai fait de longues recherches sur Internet, et fini par trouver en Californie l'adresse d'un laboratoire offrant des garanties de sérieux et qui, pour $150 et à partir d'un échantillon de salive, propose de déterminer la composition ethnique, par zone géographique, de l'ascendance. J'y ai commandé le matériel qui permettra l'analyse. Étrange concomitance de toutes ces questions de reconnaissance, de connaissance et de naissance. Étrange tentation, me dis-je aussi, que celle à laquelle je cède d'avoir recours à une lecture scientifique de mon ADN, qui peut-être écrasera ma parole singulière et incertaine, mes hypothèses et mes fantasmes, sous des données organisées et objectivables, un peu comme l'imagerie médicale, à mesure qu'elle gagne en sophistication peut donner l'illusion qu'il n'est plus nécessaire d'écouter la plainte confuse et cependant porteuse de vérité du patient. Et pourtant le désir de savoir l'emporte, savoir quoi? Ce qui a eu lieu dans la chambre des arrière-grands-parents? Comment on est, comme moi, hors d'une union consacrée? Que dire à mes fils qui voudraient se laisser pousser la barbe et ne parviennent qu'à une barbiche clairsemée à la Ho Chi Minh? Comment établir le texte de ce qui n'a jamais été écrit? Je suis frappé soudain par une forme de correspondance entre cet ADN que je donne à lire et dont le phylactère déchiffré révélera surtout des inconnus supplémentaires, et cette manière de journal que je tiens quotidiennement,
qui n'en est d'ailleurs à proprement parler pas un dans la mesure où le plus souvent je n'y consigne pas mes activités mais simplement y écris sous la date du jour cependant des vers, un récit, un paragraphe descriptif. Disons que j'y scande un fragment de monde, ce journal donc, nourri de L'. Illusion que je tisse le texte morcelé de l'intervalle entre l'origine et la fin, mon origine et ma fin, que je fabrique comme un filet qui retiendrait une partie de ma vie de sombrer dans le silence qui la précédait et lui succédera, alors que force m'est chaque jour de constater que les mots, les phrases, les pages ne font que révéler peut-être plus cruellement encore l'absence, le manque, le vide que si simplement je me promenais par les bois ou fabriquais des boulons. À ma liste de tout à l'heure, naissance, connaissance et reconnaissance, ne faudrait-il pas ajouter méconnaissance, même si le mot ne me convient pas tout à fait, et que je penserais plutôt à une forme de nescience ou de docte ignorance, pour reprendre la formule de Nicolas de Cuse qu'il emprunte lui-même, je crois, à saint Augustin? Mais me revoilà lancé sur les liens entre l'écriture et la vie, ma vie. Ne voulions-nous pas, dans ce deuxième chapitre de nos échanges épistolaires, ouvrir une autre perspective? Nous avions évoqué au début de l'été, je m'en souviens, l'idée de revenir à nos patients que nous avons laissés en plan au début de notre correspondance pour faire de nous-mêmes les objets de notre écoute et de nos réflexions croisées, revenir à notre prétexte, selon la jolie expression de l'un de nos premiers lecteurs. Était-ce que nous nous sentions coupables vis-à-vis d'eux? Ou simplement coupables d'égotisme? Qu'en dis-tu? Frédéric. Mars 2016. Frédéric. Encore un voyage, encore un train, encore un paysage qui défile tout verdoyant des traces d'un début de printemps. J'ai de la peine à écrire printemps, alors même que ta lettre à laquelle je souhaite faire écho aujourd'hui est datée du 11 septembre, car nous voici en mars. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui m'a tenu en dehors de cette correspondance alors même que c'est moi qui, cet été, éprouvant le manque de t'écrire, te demandais que nous nous engagions dans une suite? En fait, je n'ai pas su vivre sur deux plans à la fois. Celui où nous nous occupions de faire lire notre premier volume, comme tu dis, en accueillant les ressentis de nos premiers lecteurs, et sur cet autre plan où, quoi qu'il arrive à ce premier échange de lettres écrites pour être rendu public, nous ressentons tous les deux l'envie de poursuivre une correspondance entre nous. Une fois le déséquilibre installé, que les jours puis les semaines puis les mois ont passé, j'ai trouvé qu'il m'était de plus en plus difficile ensuite de revenir à la régularité de l'échange, d'autant que je n'écris pas tous les jours comme toi, et que de nombreux chantiers d'écriture académique entamés avec d'autres personnes me servaient d'alibi ou de dérivatif. Mais me revoici en ce jour de mars. Je retrouve immédiatement la même saveur, celle de partir un peu à l'aveuglette sans savoir où me conduira cette lettre. Et pourtant j'ai avec moi quelques bagages. J'ai noté pendant tous ces derniers mois un certain nombre de lectures que je voulais te faire partager et j'aimerais aussi être en résonance avec ta lettre de septembre que je relis avec plaisir. Nous commençons un nouveau cycle. De l'identique et présent, j'espère que cela ne sera pas du même, petit clin d'œil à l'article de Demusant qui distingue ces deux voix. En tout cas, je retrouve la même saveur, je disais, je retrouve la même admiration teintée d'envie à ton égard. Je suis admiratif de la manière dont tu décris dans ta lettre comment se noue pour toi naissance, connaissance, reconnaissance et méconnaissance, dans ce que tu appelles ton schéma originel. Il me semble que je suis moins clair ou moins lucide que toi sur mon propre schéma, et la lecture que je viens de faire pour la énième fois du texte de Bion sur la mémoire et le désir n'est pas faite pour me rassurer. Quelle association me conduit ici à ce texte de Bion? Sans doute l'idée de mémoire, et l'idée sous-jacente que j'ai moins de souvenirs que toi ou que ma mémoire, quoi que tu en dises, est plus défaillante que la tienne. Toujours cette comparaison avec toi à l'horizon. J'ai voulu comparer les deux traductions qui ont été publiées en français de ce texte, celle de la Revue française de psychanalyse de 1989 et celle de Jacqueline Poulain-Colombier qui est parue en 1992 dans l'ouvrage posthume de Bion Cogitation. Mémoire, souvenir, memory, recall. Il y a aussi to remember, je ne sais pas si la traduction par souvenance nous aide beaucoup. La deuxième traduction qui semble plus proche de l'original est assez lourde, beaucoup moins fluide que la précédente, que vaut-il mieux? Fidélité ou aisance de lecture au risque d'une légère trahison? J'ai relu aussi dans la foulée le chapitre qu'Ogden consacre à l'écriture de Bion que je trouve magistral dans ses intuitions, et je me disais que finalement le haut de Bion n'était peut-être pas si éloigné que ça du réel de Lacan.
Il serait peut-être utile d'aller voir si Castel dans son séminaire Lacambion faisait allusion à cette éventuelle correspondance. Le soleil éclaire maintenant les champs d'une lumière rasante et exaspère l'aspect mordoré des blés encore verts qui commencent à pousser. Je constate à travers les incises que je suis tenté d'inclure dans mes lettres pour te décrire le paysage qui m'environne, que je suis très sensible à ce qui émane de la nature et pourtant je peux très facilement m'en passer. Je crois que je peux me passer de beaucoup de choses agréables de l'environnement, cette pénurie qu'il me semble facile d'accepter. Il faudrait voir si celle-ci s'avérait très grave, comment je réagirais, et sans doute à relier à celle que j'ai peut-être connue bébé. Comme je l'ai réalisé ou découvert très récemment, la guerre n'était pas finie quand je suis né en avril 42. Elle était en quelque sorte finie officiellement pour mon père qui avait dû se faire enregistrer comme démobilisé à la caserne de Cahors après son retour du camp de prisonniers en avril 41. Au fond, je savais intellectuellement que la guerre n'était pas finie en 42, et qu'elle avait duré pendant les 3 premières années de mon existence jusqu'à l'armistice de 45. Les dates ne peuvent me faire douter mais je ne le savais pas vraiment, de ce savoir qui émerge dans le travail psychanalytique quand on se dit « mais ça je le savais mais je ne le savais pas vraiment encore ». Puisque mon père était de retour, que mes parents étaient réunis et qu'ils m'avaient fabriqué, la guerre ne pouvait qu'être terminée. N'empêche, à bien y réfléchir maintenant, la terreur du passage des Allemands dans les villages où ils raflaient les instituteurs impliqués dans la résistance avait dû m'être transmise et par ma mère aussi, avait dû m'être transmise sa terreur que son mari, mon père disparaisse à nouveau. Ce sont les premiers mots qu'elle a prononcés en le revoyant sur le quai de la gare à Cahors ce matin-là. « Tu repars quand ? » Car ce sont surtout des hommes qui ont été raflés et fusillés dans notre région du Lot, laissant veuve un certain nombre d'institutrices que j'ai connues plus tard comme relation de mes parents. Dans le début de ta lettre, tu m'attribues une interprétation qui, lorsque je la lis sous ta plume, me semble bien hasardeuse, et pour le moins à nuancer. Il me semble ne pas l'avoir énoncée de manière aussi directe brutale qu'elle apparaît dans ton écrit mais plutôt dans les termes de l'hypothèse que quelque chose de ton schéma originel avait peut-être tendance à se répéter. D'une reconnaissance qui tarde. Répétition ou fidélité à toi-même, oui, mais quand tu écris, est-ce que je n'écrirai pas pour ne pas être reconnu ? Le lien de causalité me semble écraser un peu l'idée. Toujours cet écart écrit-parole autour duquel nous avons tourné dans nos lettres précédentes. Je me souviens d'ailleurs de ce moment où j'ai essayé de te dire cela avec précaution me semble-t-il, tout en me disant, ce n'est peut-être pas très habile de le lui dire comme cela, mais en ressentant en même temps que la tonalité émotionnelle de ce moment d'échange entre nous m'autorisait à te le dire. Avec ta dernière lettre, nous voilà dans la quête d'un en-deçà de la naissance. Désir de savoir sur les origines de ton père. Je pense à notre patiente qui, pour la première fois après tout ce temps passé avec nous, et ses nombreuses années d'analyse antérieures au travail thérapeutique avec nous, a en quelque sorte présentifié au sein de notre dernière séance le bébé-fille qu'elle a été, rouge de colère, et que sa mère avait de la peine à reconnaître au milieu des autres bébés, puis de nous faire part du froid qui s'est mis à la saisir dans ce moment émouvant où le temps semblait suspendu, cette sensation de se glacifier qu'elle nous décrit comme L', un des symptômes récalcitrants qui l'étreint dans certaines circonstances. Étions-nous en 2016 à Paris dans une séance de travail ou étions-nous tous cette mère qui ne reconnaissait pas le bébé qu'elle avait attendu ? En tout cas pour ma part, je me sentais au cœur de cette déception mutuelle entre une mère et son bébé. Nous touchions ce malentendu fondamental. J'étais ce bébé qui cherchait perdument pas ses cris à se faire reconnaître. Ce malentendu de l'enfant mal accueilli qui ne peut être appréhendé que par des sensations du corps avec lesquelles on arrive à se mettre en contact. Là je pense à l'aptothérapie ou par une certaine forme de toucher, celui de L'. Aptothérapeute qui peut nous faire appréhender cette détresse du bébé que nous avons été, et même peut-être arriver à bercer ce bébé-là. L'approche psychanalytique en dehors de tout contact physique, peut-elle prétendre rejoindre cette détresse du bébé et la bercer soulagée par le seul échange de présence et de paroles sans toucher ? Toujours est-il que je constate que notre patient masculin qui, lui, cherche à tout prix au cœur de la réalité d'aujourd'hui à interroger sa mère pour savoir si elle l'a aimé lorsqu'il était enfant puis bébé, est très en peine pour laisser advenir en lui les éprouvés qui lui permettraient d'avoir les réponses nécessaires pour avancer sans s'obséder sur la réalité actuelle de la relation avec sa mère.
Un énorme soleil rouge illumine l'horizon des collines bleuies par la journée qui décline derrière les silhouettes des arbres pas encore feuillus mais tout cloutés de boules de gui. J'ai seulement les mots et les phrases pour te traduire non pas le paysage qui m'environne, mais peut-être plutôt l'expérience esthétique que je traverse ici tout en T'. Écrivant, une expérience sensorielle réduite à la vision dans le mouvement, sans les odeurs correspondantes, sans le froid du soir et sans le silence de la campagne déserte. Alentour, comme en contraste avec une sorte de privation sensorielle, une exaltation du sens de la vision. Voici quelques plaques de neige aux abords des voies témoignant d'une campagne engourdie pas encore sortie de l'hiver. Sur l'écart où le lien écrit-parole, j'avais gardé cette pépite pour toi. Lire ou écrire ? Mais par-delà cette différence et l'illusion qu'un choix serait possible, voici poindre la même question, où inscrire ça ? Avec quoi, avec qui ça peut-il s'inscrire ? Ce qui interroge non seulement la source, le point de partance, ni seulement le but, l'objet destinataire, mais plutôt la rencontre où il se noue, un destin. Rien à voir avec une recherche de cadre où s'inscrire et s'embober. De ce côté-là, il y a tout ce qu'il faut, des sens tout prêts à vous recevoir, les indécences correspondantes aussi. Et au cas où vous craignez d'être compris, il y a des absences reconnues et admises, voire des pertes de connaissances. La question n'est donc pas là. Du reste, une fréquentation un peu poussée de l'inconscient montre que c'est déjà inscrit quelque part et qu'il s'agit de savoir où ça peut ressurgir, avec toute l'incongruité nécessaire, où ça peut non pas se lire ni même se délire, en gerbes divergentes de sens, mais plutôt retrouver sa marque répétée, le point de relance qui soit le sien, l'autre battement de son rythme et par suite une parole. Mais alors, plus d'écrit ? En tout cas, pas d'écrivain. Devine qui en est l'auteur ? J'avais aussi noté ceci pour toi, issu d'un article de Monica Horowitz, RFP 2015 79, intitulé La vérité émotionnelle partagée, source de consolation. L'affirmation selon laquelle l'analyste doit s'abstenir d'expectatives, de mémoire, de désir et de compréhension, le laisse sans rien à quoi s'agripper, attitude qui est à la fois sa qualité essentielle, sa méthode et sa sauvegarde. Elle court-circuite et transcende ses besoins de contrôle, en lui permettant de vivre l'impact de la réalité émotionnelle afin que celle-ci évolue véritablement pour se transformer en croissance. J'ai pu comprendre que la mémoire à laquelle Bion fait référence est l'égarement de la psyché, lorsqu'elle est saturée d'éléments sensuels et de déplaisirs. Cette mémoire est intentionnelle et cherche dans le passé ce qui donnerait forme à ce que l'on observe dans le présent. Ce que je décris comme le droit à l'oubli chez l'analyste n'est ni refoulement, ni nécessité de ne pas se souvenir, d'éviter la douleur de ce qui est pénible. Ce n'est ni une perte de mémoire, ni un déni de réalité, mais un espace potentiel ouvert à de nouveaux liens à travers le récit du présent. Créons une voie nouvelle pour un processus où le vécu traumatique n'est plus un présent éternel. Le contraire de la mémoire traumatique hypermnésique qui n'a pas droit à l'oubli. Alors que dit l'ADN qui a voyagé jusqu'en Californie ? Ou que ne dit-il pas ? Une participante de ma séance groupale de ce matin nous faisait part du voyage d'une lettre qu'elle avait écrite à sa sœur et qui lui a été rendue quelques 20 années plus tard mais qu'elle n'a pas souhaité garder. Elle l'a renvoyée à sa destinataire initiale, la lettre est toujours sans réponse, à ce jour. Au fond, une correspondance n'est-ce pas la concrétisation du rêve que la lettre ne reste pas sans réponse ? Claudine. 21 mars 2016. Claudine. C'est une expérience étrange que de lire ta lettre alors que je n'avais plus aucun souvenir de la mienne, comme si tu me rendais la mémoire, non seulement celle des faits, par exemple l'épisode de l'ADN transatlantique tombé aux oubliettes, mais aussi celle du mouvement et de la couleur de notre correspondance où je suis soudain replongée et qui me fait commencer à te répondre aussitôt. Un petit débat intérieur se met en place à cet instant. Est-ce que je relis cette lettre lointaine du 11 septembre, écris-tu ? Difficile de ne pas penser au poids d'histoire et d'histoire hélas souvent réactualisée, dont cette date est lestée. Ou est-ce que je la laisse derrière moi, dans un mouvement d'âme-mémoire qui m'est familier et dans lequel, sans doute, je me suis construit, laisser des traces, ne pas me retourner ? Que faire ? Reprendre mon fil, mais que s'est-il donc passé ce 11 septembre pour que je t'écrive et que t'ai-je dit ? Ou nouer ces lignes présentes aux tiennes ? Et il me semble que cette hésitation est cousine de celle que j'ai vécue hier en séance, lorsque ma patiente a évoqué un incident dont elle a été victime dans le métro.
devais-je rapporter ce récit à ce que je savais de son roman familial, ou l'entendre comme une métaphore de ce qui avait lieu entre nous, dans l'ici et maintenant du champ de la thérapie? Les deux, me soufflait Ferraud. Bien sûr. Cependant, pour ce qui nous concerne, je sens bien que je préfère répondre à ta lettre sans relire la mienne, et que le hic et nunc de la diade épistolaire que nous formons m'intéresse davantage que l'inscription de ces lignes dans la cohérence de celle de septembre, dont la relecture d'avance m'ennuie et qui ne me paraît vivante que parce que tu en évoques dans la tienne. Je poursuis donc sans y revenir, pour l'instant. Depuis mon séjour à Saint-Pétersbourg, je me replonge dans les Russes, Dostoïevski, Gogol, Mandelstam, Haïgui, et j'ai écouté la semaine dernière une conférence d'André Markovitch qui dit assez nettement que son travail de traducteur consiste à s'approcher de l'intraduisible, qu'il y va moins dans cette tâche de la langue que de la culture, et si j'ai bien compris, qu'il s'agit de bousculer la langue française avec la culture et l'histoire de la langue d'origine comme pour la rendre, elle, étrangère. Peut-être cela répondrait-il à ta question sur la traduction de Bion. Au diable, dirais-je alors, l'équivalence sémantique, pour autant qu'elle existe et vive au prix du passage d'une frontière, et donc d'une trahison, de toute manière inévitable, en tout cas d'un exil, la restitution de la vibration d'une pensée ou de l'étoffe d'une émotion. Je suis touché bien sûr par ces questions, et notamment dans mon bilinguisme boiteux. Oui, la jambe allemande est plus courte que la française et je peine à lire en ce moment Paul Celan en allemand. Mais mon histoire n'est pas celle d'un réfugié qui surprendrait par ses coutumes et par sa langue les locuteurs de son pays d'adoption. J'ai été chassé trop tôt de l'allemand pour que ce ne soit pas cette langue-là qui bientôt me soit devenue étrangère. Et peut-être avec elle la parole. Car l'allemand a été pour moi la langue de l'oral, des échanges avec ma mère et mes grands-parents, paroles perdues, mais aussi de la littérature orale. J'ai toujours dans mes archives des 45 tours, comme on disait, de contes de Grimm que j'écoutais inlassablement et dont je connais encore maints passages par cœur. La parole donc, ma matrie, tandis que l'écriture serait devenue ma patrie, par force, par nécessité, par conquête, je veux le croire. Cela en écho à la fois à la citation dont tu me fais deviner l'auteur, ce qui suffit à me faire perdre mes moyens. Je donne donc ma langue au chat. En même temps que l'expression me vient toute seule, j'en mesure la cruauté. Donner sa langue à manger au chat, c'est devenir muet à jamais. Heureusement qu'il reste l'écrit, et à ce que tu évoques de la guerre et de l'occupation. Je reprends ma lettre après un silence de 3 semaines imposé sans doute par 1000 contraintes dont je ne retiens que cette indépassable que constituait la perspective de notre intervention, mardi dernier, dans le groupe de recherche de Jean-François Ciantaretto. Il fallait que l'épreuve fût derrière nous pour que je puisse continuer de t'écrire, mais aussi pour que nous parvenions à repenser librement le premier volume de notre correspondance, sa forme, son destin public, notre désir. C'est chose faite. Par-delà ce que nous avons déjà échangé sur cette aventure, ce qui m'en revient en ce dimanche après-midi d'avril, après un tour à Montmartre où l'on entend parler autour de soi nombre des langues de la terre, c'est à quel point nous nous sommes exposés dans cette petite assemblée d'écoutants de métier. L'image surgit d'un groupe thérapeutique dont nous aurions été les seuls participants dans un cercle de 7 psy, c'est-à-dire une situation arithmétiquement en miroir de celle que nous connaissons lorsque nous co-animons, et un mardi soir, à la place de notre groupe. Nous portions là notre désir un peu scandaleux que cet enfant qui est aussi celui d'un frère et d'une sœur, comme on ne manquait pas de nous le faire remarquer, fut reconnu, accueilli, et cela alors même qu'il existait déjà pleinement et ne devait rien à ceux qui nous entouraient. On nous écoutait, on nous interrogeait, on avançait des interprétations, mais le sentiment qui domine pour moi cet après-midi est qu'on nous trouvait un peu fous, et qu'on ne pouvait pas grand-chose pour nous. Je crois qu'au fond le scandale et la folie sont là. Lorsque nous nous écrivons l'un à l'autre, c'est dans une radicale indifférence à tout autre interlocuteur. Or le moment de lecture publique, mardi soir, mettait en scène ce paradoxe. Nous lisions à voix haute au public une lettre que nous nous étions écrite, mais pas un mot de cette lettre n'était adressé à ce public qui s'en trouvait destinataire de surcroît, un peu comme l'est d'un poème adressé à un arbre, une femme, la nature, le lecteur qui s'y émeut mais en est exclu, ou encore comme le témoin d'un échange qui, sans qu'il en soit partie prenante, en est touché. Que dire alors aujourd'hui si ce n'est « soyons fous ». Poursuivons. Travaillons à ce que ce texte existe pour d'autres que pour nous. Lançons-le comme une bouteille à la mer qui fait de ceux qui la trouvent ses destinataires. Tu vois, on dirait que ce n'est plus essentiellement en termes de reconnaissance que la question se pose pour moi,
de besoin ou de désir de reconnaissance, et peut-être quelque chose de la répétition du schéma originel de la reconnaissance tardive s'enrayerait-il, ou s'exprimerait-il dans une modalité moins répétitive que variée? Un nouveau cycle, là aussi retour de ton clin d'œil à d'amusant. Est-ce que la séance de mardi ne m'aurait pas fait un peu glisser du désir que ce manuscrit soit reconnu à la gratitude qu'il soit là? Comment? Par la focalisation de nos 7 psychanalystes sur notre texte et leur indifférence à ce que nous étions et faisions par ailleurs? Je ne sais, et j'imagine volontiers que cette aventure partagée n'a pas fini de faire bouger nos lignes. Un moment de cette soirée chez Jacqueline Rousseau du Jardin m'est revenu alors que je relisais ta lettre tout à l'heure et que, impressionné par les auteurs que tu y convoques, de Musan, Ogden Bion, Lacan, l'auteur mystérieux de la pépite, Monica Horowitz, je me sentais pauvre théoriquement, et aussitôt me consolais de ce vers de Gennady Haïgi. Beau comme un repas de pauvre, c'est lui qui le met entre parenthèses que j'y apostrophe, et placé en exergue à mon journal de cette année, et me console une deuxième fois en évoquant à mon tour ici un auteur. Ce moment est celui où après que chacun de nous a lu sa lettre, il nous a été renvoyé que ton écriture était poétique, et la mienne, théorisante. Ah, ai-je pensé? Voilà qu'on m'enlève ce que je croyais mon apanage et qu'on me reconnaît ce que je ne savais pas posséder et que je ne suis pas certain de vouloir. Était-ce un retour de l'envie refoulée, dont nous nous accordons généralement à dire, et disions d'ailleurs un peu plus tôt au cours de la séance, qu'elle n'est pas très vive entre nous? Était-ce leur propre envie projetée sur notre échange, à la fois poétique, théorisant, et pas nécessairement de part et d'autre de frontières nettes? Quoi qu'il en soit, dans ce qui nous était dit là, je reconnaissais une part de justesse et quelque chose que nous savions déjà. Oui, cette lettre que tu avais lue était plus sensible, plus évocatrice, et la dernière que tu m'as écrite l'est aussi car il n'y passe pas que des auteurs et des concepts, mais aussi le train, le soleil, les blés verts, les soldats allemands dans les villages du Quercy, que ce qu'on aurait pu attendre sous l'étiquette d'écriture scientifique, et la mienne plus tendue à saisir des explications, à formuler des hypothèses, à échafauder des constructions que ne le ferait l'écriture littéraire censée être la mienne. Oui, nos psychanalystes découvraient là, dans notre lecture, ce que pour notre part nous connaissions bien. Le jeu complexe et les recouvrements incertains et mouvants entre ce qui relèverait du masculin, du féminin, de la passivité, de l'activité, et ils nous faisaient part un peu abruptement de cette découverte, nous enfermant un instant dans des limites dont l'ensemble de notre correspondance, mais aussi notre collaboration et notre amitié nous avaient appris combien elles sont poreuses et mobiles. D'ailleurs, c'est apostrophe. Est amusant. Tu viens de m'appeler et j'écris cette lettre alors que tu es dans le train. Reste la question de l'ADN. Les marqueurs de l'Asie sont parfaitement insignifiants, mais cela ne prouve rien. En effet, il se pourrait très bien que ces traces génétiques, si elles étaient présentes chez mon père, aient été très inégalement réparties entre ses 4 fils. J'en aurais peu, mais un de mes frères pourrait avoir pris tout l'héritage. Il faudrait donc qu'ils passent à leur tour par l'analyse, oui, mais aucun d'eux ne compte le faire. En revanche, ce dont je me suis découvert porteur, moi, c'est de presque 20% de marqueurs anglais et irlandais, dont absolument personne parmi les vivants n'a idée de l'origine. Voilà, n'est-ce pas, de quoi écrire une nouvelle version du roman familial. Frédéric. PS. Je n'aurais pas relu ma lettre du 11 septembre, finalement. J'en avais oublié le contenu et en continuant à t'écrire, même l'existence. 1er août 2016. Frédéric. Écrire, t'écrire, s'écrire, nous écrire. Me rendre disponible à ce jeu avec toi. Ne pas laisser la saturation des espaces gagner la partie. Accepter le plaisir que cela me procure. Sans doute suis-je, encore et toujours, plus encline à endurer la souffrance qu'à accueillir le plaisir. Cela me fait associer à ce participant du groupe d'analyse des pratiques, qui nous a raconté lors de l'une des dernières séances à Saint-Cloud la stratégie d'endurance qu'il avait construite lorsqu'il était enfant. Endurance aux gifles de son père, devenue aujourd'hui une sorte d'anesthésie relationnelle. L'être humain est particulièrement ingénieux pour se fabriquer des défenses, mais au prix de quoi? Cacher sa vulnérabilité sous le masque de l'alexithymie, est-ce un gain? Alexithymie, j'aime ce mot, pourquoi certains mots m'accrochent? Alors que d'autres ne veulent pas s'imprimer dans mon cerveau, comme sérendipité. Un mot que je connais depuis bien plus longtemps pourtant que le précédent,
dont j'ai appris la signification à plusieurs reprises et que je ne peux pas retenir. Il faudrait être Freud pour dérouler les associations qui m'attirent vers un mot, cependant qu'elles m'en interdisent un autre. J'apprends à vivre, et pas seulement à survivre dans ce dernier parcours thérapeutique commencé sous le signe de l'aptothérapie. Les montagnes approchent, elles se découpent très nettement en rangées sombres les unes sur les autres, parsemées de petites étendues neigeuses persistantes. À moins que ce ne soit de petits nuages, accrochés ici ou là. Je voudrais retenir ce moment éphémère, vite une photo, vite. Et pourtant je sais que lorsque je regarderai cette photo plus tard, elle n'aura pas capté la sensation de ce moment mais tout juste un pâle reflet du paysage. L'avion avance rapidement, comme souvent quand je t'écris, je suis en route pour Ajaccio, déjà les montagnes s'éloignent. Toute cette beauté s'estompe. Je me dis qu'elle me fait rejoindre le sentiment que j'ai eu hier soir dans notre groupe. Au cours de cette séance habitée par les maisons d'enfance, j'aperçois maintenant un lac d'un bleu turquoise foncé en forme de U couché dans la vallée et toujours la ribambelle des nuages posés sur les crêtes à la place de la neige. Cette séance pendant laquelle C a évoqué pour la première fois sa maison enfance. Il se souvenait de la petite rivière au fond du jardin où il jouait avec sa sœur sur le banc de sable déposé là, au bord de la rivière, par les soins du père, et aussi des épinoches pêchées au bocal lorsqu'un peu de rouge affleurait sur leur ventre argenté, signe de naissance à venir, nous confiait-il. Nous étions tous saisis par l'atmosphère d'insouciante légèreté de cette scène d'enfant que nous savions précéder le désastre de la folie du père, qui ferait voler en éclats l'insouciance en même temps que tous les miroirs du salon. Rien ne serait plus comme avant. L'enfant devenu adulte repasserait devant la maison, et ne la reconnaîtrait pas. Pendant quelques minutes, tout cela s'est pourtant mis à exister à nouveau dans l'espace miraculeux de la séance. Nous étions tous affectés par le sentiment qui se dégageait de cette remontée en lui de ses souvenirs affectés. Nous étions en même temps témoins que ces moments avaient bel et bien existé pour l'enfant, qu'il les avait vécus auprès d'un père attentif et préoccupé par les jeux de ses enfants, un père pas encore emporté par ses démons. J'ai lu La chair des émotions, tu sais, le livre de Sabine Foss-Falk qui était invitée avant nous par J.F. Ciantaretto dans son séminaire. Joli travail mais un peu ennuyeux. Pourtant je partage un grand nombre des références théoriques qu'elle évoque, mais j'ai cherché en vain, comme tu dirais, la dynamique du texte. Il me semble que notre correspondance fait mieux. C'est présomptueux de penser cela, non ? Je trouve que nous installons pour le lecteur une forme d'envie de savoir la suite. C'est peut-être ce que tu appelles le ressort dramatique, et bien dans cet ouvrage, aucun ressort dramatique. Je crois que pour un texte théorique scientifique, une sensation équivalente à celle du ressort dramatique est procurée par l'avancée de l'argumentation voire de la démonstration. Or pour cet ouvrage dont l'auteur indique qu'il s'agit d'une tentative d'articuler un point de vue psychanalytique et un point de vue littéraire, la tentative ne me semble pas réussie. Ce n'est ni un texte théorique consistant ni un texte littéraire, me semble-t-il. Nous allons atterrir et ma vague d'inspiration retombe, c'est la chair de la vie qui me rattrape. J'ai hâte de serrer les enfants dans mes bras, de nous regarder et de nous redécouvrir, c'est plus fort que l'écriture, c'est la vie qui continue d'aller de l'avant, cette vie que je voudrais retenir, encore un peu, comme dans la chanson d'Édith Piaf, « Mon Dieu, laissez-le-moi, encore un peu mon amoureux. » 1 jour, 2 jours, 8 jours. Laissez-le-moi. Encore un peu, à moi. Ce ne serait pas mon amoureux, mais ma vie. J'associe sur les films, que je viens de faire numériser. Décidément la technologie modifie notre rapport au temps, des 2 dernières leçons de Jackie Beiro, son dernier cours qu'il avait voulu en grande pompe, en présence de tous ses amis dans l'un des grands amphithéâtres de l'université de Nanterre et qui a été filmé de bout en bout. Il l'avait appelé sa leçon inaugurale de professeur émérite. Et puis, ce moment de son départ où tous les collègues et étudiants ou amis disaient quelque chose à la caméra à son sujet après la cérémonie d'usage, en présence des instances universitaires chargées des discours officiels. Je suis très impressionné par la vivance de la voix et des images en mouvement, comme quand je te parlais des films de mes parents à la fin de leur vie dans une de mes anciennes lettres. Jackie a disparu maintenant depuis plus de 10 ans, et c'est à mon tour d'être professeur émérite, sans doute très différemment de lui. Je me suis surprise à raconter à mon groupe de Lausanne que dans les débuts de ma rencontre avec lui, en arrivant dans l'équipe de recherche de Nanterre à son invitation et en présence de notre collègue Nicole qui l'avait aussi invité,
Je rêvais que nous puissions nous unir pour diriger les tests de l'équipe ensemble. En fait, c'est que j'aurais voulu être 3 dans une, être Jackie, Nicole et moi à la fois. Eux étaient savants en histoire et en philosophie. Moi, je n'avais fait que des mathématiques. Comment m'en tirer dans ce nouveau monde des sciences humaines où j'étais maintenant propulsée? Je dois à cette situation et surtout à Jackie de m'avoir fait grandir. Il a fallu que je renonce à être 3 personnes dans une et que j'accepte de n'être que moi, avec mes limites. C'est sûrement ce qui m'a poussé à chercher ce qui constituait mes ressources singulières, et à ne pas lâcher mon filon de recherche pour continuer à le creuser toujours plus profond, cependant que lui me disait « C'est bon maintenant, passe à autre chose », m'incitant à faire de la recherche à sa manière, horizontale je dirais, alors que j'avais besoin de M', enfoncé dans la verticalité, comme ces chercheurs géophysiciens qui percent la croûte terrestre au fond des océans, et espèrent par ces forages de plus en plus profonds en apprendre davantage sur l'histoire et la nature de notre planète. Encore dans l'avion, il me vient l'idée que mes parents n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Mon père aurait pu dire « Je le tiens pourvu », comme il le disait chaque fois que je lui parlais d'un spectacle de théâtre qui m'avait enthousiasmé et qu'il ne verrait pas. Ils ont accepté de me voir un beau jour prendre un avion pour Dakar où j'allais avec leur assentiment rejoindre mon fiancé. C'est seulement aujourd'hui que j'accède à ce qu'a dû être leur anxiété de laisser s'envoler, pour 5 heures de voyage vers un pays inconnu d'Afrique, leur fille, moi. Ce qu'ils pensaient avoir réussi de mieux, c'est l'impression que j'avais en tout cas, surtout de la part de mon père. Et je comprends que sans doute, ma pulsion de vie a trouvé dans tout l'espoir qu'ils avaient placé en moi un étayage suffisant pour contrebalancer la mélancolie maternelle qui m'était en même temps transfusée jour après jour. Sais-tu que je lis attentivement la correspondance dont nous avait parlé Jacqueline Rousseau du Jardin, lorsque nous sommes allés présenter la nôtre dans son salon à côté du grand piano dans le groupe réuni par Jean-François Ciantaretto, et à l'instigation de ce dernier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.